À l'aube de la Première Guerre mondiale, les systèmes d'alliances sont tellement développés, tellement enchevêtrés, qu'ils rendent la guerre inévitable. On a vu précédemment comment il y avait plusieurs empires qui avaient des ambitions contradictoires. Hein? Donc, l'Allemagne qui prend de plus en plus d'expansion au détriment de la France et de l'Angleterre, la Russie qui a des visées sur les Balkans au même titre que l'Autriche-Hongrie qui veut aussi s'emparer de ce territoire-là, l'Italie qui a des ambitions, les Américains qui prennent de plus en plus de place sur l'échiquier mondial. Alors évidemment, ces différents empires ont chacun leur agenda et pour y parvenir à leur fin, ils vont commencer à contracter entre eux, des alliances pour parvenir à leur fin. Alors, il y a de vastes systèmes d'alliances qui vont se créer à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle et qui vont jouer un rôle très important dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et tout ça va nous amener à constater que certaines nations qui n'étaient pas du tout faites pour s'allier vont se boucher le nez pour accepter de s'allier avec des États qui autrefois étaient leurs ennemis. Un bel exemple, c'est l'Autriche qui s'allie avec un État qui, 5 ans plus tôt, lui faisait la guerre, l'Allemagne, tandis que le régime le plus démocratique de l'Europe à cette époque-là, la France, va finir par s'allier avec l'État le plus réactionnaire de l'Europe de l'époque, c'est-à-dire la Russie. Alors donc, il y aura essentiellement deux grands systèmes d'alliances qui vont se créer à cette occasion-là. Il y aura la Triple Alliance et ensuite la Triple Entente. Il y a d'abord la Triple Alliance. La Triple Alliance qui va comprendre éventuellement l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Alors, la Triple Alliance est la plus ancienne de ces alliances. Elle est l'œuvre du chancelier prussien qui s'appelait Otto von Bismarck, qui était l'un des plus grands hommes politiques du 19e siècle, du moins l'un des plus influents. Alors donc, il était le chancelier de l'Allemagne. Or, Bismarck, à la fin du 19e siècle, est conscient d'une chose, c'est que les Français en veulent beaucoup à l'Allemagne depuis que l'Allemagne a annexé l'Alsace-Lorraine qui appartenait auparavant à la France. Alors donc, Bismarck, connaissant l'hostilité française à son égard, cherche de plus en plus sur le plan diplomatique à isoler la France pour l'empêcher de nouer des alliances contre le Reich allemand, contre l'Empire allemand. Alors, en 1879, sous l'impulsion de Bismarck, un premier rapprochement a lieu entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Ce n'est pas banal parce que peu de temps auparavant, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie s'étaient déjà affrontés, mais finalement, l'Allemagne décide de faire la paix avec l'Autriche-Hongrie, considérant que la menace française est la plus importante et il faut la contrer. Donc, il y a un premier rapprochement entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie en 1879. Et 2 ans plus tard, en 1881, l'Italie demande son intégration dans cette association. Donc, elle veut, elle aussi, s'allier aux Autrichiens et aux Allemands. Et tout ça parce que elle aussi connaît un fort ressentiment contre la France parce que l'Italie convoitait la Tunisie, donc en Afrique du Nord, mais la France a réussi à mettre pied sur la Tunisie. Alors l'Italie, frustrée, décide de joindre les rangs des Autrichiens et des Allemands. Et donc, le 20 mai 1881, un accord tripartite voit le jour, qu'on va appeler la Triplice ou la Triple Alliance. Le problème, c'est que l'Italie n'est pas une alliée sûre. On a vu précédemment que l'Italie revendiquait déjà des territoires qui appartenaient à l'Autriche-Hongrie. Elle revendique, entre autres, le Trentin et l'Istrie. Et elle aimerait bien dominer la région de la mer Adriatique. Alors donc, l'Italie, on l'avait vu, a les dents longues et une partie de ses ambitions concerne des territoires possédés par l'Autriche-Hongrie. Alors donc, l'Italie ne sera jamais une alliée sûre pour pour l'Autriche. Néanmoins, l'Italie en veut davantage à la France à cette époque-là, donc elle s'allie avec son adversaire.
Cela dit, l'attitude de l'Italie va devenir de plus en plus ambiguë au fur et à mesure que les années vont passer parce qu'éventuellement, l'Italie va même passer un accord secret de neutralité avec la France dès 1902. Au travers de tout ça, l'Allemagne joue un jeu intéressant parce que rappelons-nous que l'Allemagne n'a presque pas de colonies outre-mer, donc elle cherchait à avoir des colonies en Afrique, mais elle en a très peu. Or, justement, elle accomplit une œuvre de propagande à cette époque-là en se présentant comme la protectrice des nations d'outre-mer et comme la garante de leur indépendance. Autrement dit, elle se pose comme la protectrice des peuples colonisés, elle qui désirait pourtant des colonies. Alors donc, c'est un peu contradictoire, mais c'est de la politique. Alors donc, elle a pu, par cette politique, trouver des sympathies au peuple des peuples colonisés dans tout le bassin de la Méditerranée, du Caucase jusqu'à Marrakech. Donc, l'Allemagne se présente comme la défenderesse des peuples opprimés, des peuples colonisés. Donc, la Triple Alliance est le premier de ces systèmes d'alliances qui voit le jour à la fin du 19e siècle et qui comprend l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. L'Italie n'étant pas une alliée sûre, rappelons-le. Ainsi donc, sous l'impulsion de Bismarck, la France est de plus en plus isolée. Donc, Bismarck s'arrange pour que l'Allemagne fasse alliance avec l'Autriche-Hongrie, avec l'Italie. Donc, la France cherche de plus en plus à sortir de son isolement. Et elle va y parvenir en 1891, en contractant une convention militaire secrète avec la Russie. Alors donc, la Russie a besoin d'argent à l'époque. La France lui fournit un certain emprunt sur la place de Paris et peu à peu, on assiste à un rapprochement entre les deux puissances. Et ce choix diplomatique de la France peut étonner, il semble contre nature, parce que comme je l'ai dit précédemment, la France est un des pays les plus avancés au niveau de la démocratie à l'époque, alors que la Russie est très loin de cet objectif démocratique. Alors donc, ce choix diplomatique contre nature est dicté surtout par les impératifs de la politique internationale. Alors donc, la France a besoin de la Russie et la Russie a besoin de la France. Parce que rappelez-vous que la Russie, de son côté, s'oppose de plus en plus à l'Empire austro-hongrois. Et d'autre part, cette alliance entre la France et la Russie a un avantage extrêmement intéressant du point de vue stratégique. C'est que, comme les deux, la France est située à l'ouest de l'Allemagne, alors que la Russie est située à l'est de l'Allemagne, l'Allemagne, à ce moment-là, serait prise entre deux feux. Ainsi donc, pour les raisons qu'on vient de voir, l'alliance franco-russe va se renforcer de plus en plus. Et elle prévoit même, à partir de 1912, une alliance défensive entre les deux pays. Et donc, la France bénéficie d'un allié de poids, notamment sur le plan démographique et sur le plan stratégique, pour les raisons géographiques que je viens d'évoquer. Et au travers de tout ça, éventuellement, la Grande-Bretagne va se joindre au duo. C'est parce que en 1904, la Grande-Bretagne s'inquiète de plus en plus des progrès économiques et commerciaux de l'Empire allemand. Et en plus, l'Allemagne commence à acquérir une flotte maritime de plus en plus importante. Alors, l'Angleterre, qui a eu tout le temps la première flotte au monde, voit derrière elle lui souffler dans le dos la flotte allemande, qui est maintenant la deuxième flotte au monde. Alors, on s'inquiète du côté des Anglais et de ce fait, la Grande-Bretagne va considérer un rapprochement de plus en plus avec les Français. Un rapprochement qui va se concrétiser en 1904 par la signature de l'entente cordiale, donc une alliance entre les Français et les Anglais. De nos jours, un rapprochement entre les Français et les Anglais n'étonne personne. Ça fait longtemps que les deux pays sont alliés, mais il faut se mettre dans le contexte du début du 20e siècle, où est-ce que depuis des siècles, à cette époque-là, les Français et les Anglais sont à couteau tiré, ils se sont affrontés constamment, et pas seulement à l'époque de Napoléon, bien avant, il y a eu la guerre de 100 ans, etc. Donc, on sent que ces deux pays-là, qui ont été longtemps ennemis, ont besoin l'un de l'autre et finissent par s'unir contre l'ennemi commun, contre l'Allemagne. Et enfin, en 1907, à l'instigation de la France, le Royaume-Uni et la Russie finissent par régler leur conflit qu'ils entretenaient en Asie, et donc ils vont s'entendre sur la délimitation de leur zone d'influence entre eux, et que ce soit en Perse, en Afghanistan et en Chine, et
éventuellement, donc, les Anglais et les Russes vont décider de s'allier ensemble aux côtés de la France, et c'est ainsi que va naître ce qu'on appelle la Triple Entente. Alors, désormais, il y aura le système d'alliance entre les Français, les Anglais et les Russes face de leur côté aux Allemands, aux Autrichiens et aux Italiens. Alors évidemment, au fur et à mesure que les différentes nations placent leurs pions sur l'échiquier, on s'inquiète de part et d'autre des avancements des adversaires, et dans les deux camps, on va assister à une course aux armements. Une course aux armements qui s'accélère de plus en plus, et à l'aube de la Première Guerre mondiale, on assiste carrément à une surenchère dans la préparation de la guerre, parce que cette guerre apparaît de plus en plus inévitable. Alors, les dépenses consacrées aux armées vont s'envoler dans ces années. Le matériel est modernisé, la durée du service militaire dans certains pays va être allongée. Alors en France, on va faire passer la durée du service militaire à 3 ans en 1913 pour pallier dans une certaine mesure l'infériorité numérique de la France face à l'Allemagne. Donc de plus en plus, de chaque côté des frontières, on se prépare à une guerre qu'on entrevoit de plus en plus comme inévitable. Alors, si on trace le bilan des causes de la Première Guerre mondiale, il se résumerait essentiellement à 3 grandes causes. Il y a d'abord les facteurs économiques, il y a aussi la question du nationalisme et des impérialismes, et d'autre part, il y a aussi les systèmes d'alliance qui vont jouer un rôle majeur dans tout ça. D'abord, les facteurs économiques, c'est que on assiste au 19e siècle au développement du capitalisme européen. Alors donc, il y a des grandes nations, des grandes industries qui se développent à cette époque-là, que ce soit en France, en Angleterre ou bien en Allemagne. Alors, on a un besoin croissant de matières premières pour être de plus en plus productif. Alors, c'est la guerre des colonies, la prise de possession des différentes colonies à travers le monde, et avec les frustrations de l'Allemagne qui n'a pas assez de colonies à son goût. D'autre part, on recherche aussi des débouchés commerciaux à travers les colonies et à travers les différentes mers disponibles. C'est pas pour rien qu'il y a une rivalité entre les Russes et les Austro-Hongrois pour la possession des Balkans, et surtout pour l'accès à la mer Noire ou l'accès à la mer Méditerranée, qui représente beaucoup de marchés qui pourraient aider les économies de ces deux puissances. Mais donc, le problème est majeur sur l'ensemble de la planète. Donc, tous ces différents empires produisent de plus en plus et ont besoin de plus en plus de matières premières et de débouchés commerciaux. Alors donc, il y a des facteurs économiques, mais il y a aussi la question du nationalisme. Alors, il y a plusieurs nationalismes, comme on l'a vu précédemment. Il y a du nationalisme expansionniste, notamment celui de l'Allemagne, qui est jeune et dynamique et qui cherche à se répandre de plus en plus, répandre son influence. Mais il y a également le nationalisme revanchard de la France qui se sent en perte de vitesse face à sa puissante voisine, l'Allemagne. Alors, ce sont deux nationalismes différents, mais qui en viennent au point. Et d'autre part, il y a aussi tous les nationalismes opprimés dans les grands empires, particulièrement en Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie qui est menacée d'éclatement interne suite à la pression de plus d'une demi-douzaine de minorités slaves pour la plupart. Alors, plein de petits pays sous le contrôle de l'Autriche-Hongrie, plein de petits peuples veulent de plus en plus s'émanciper et donc ressentent de plus en plus cette puissance qui les mène par en haut. Donc, ils veulent se libérer pour devenir indépendants. Donc, ces nationalismes-là aussi vont jouer un rôle dans la Première Guerre mondiale. Donc, le sentiment national serait le principal moteur de la psychose de la guerre qui s'empare de l'Europe au début du 20e siècle. Mais ces nationalismes n'expliquent pas tout. Il y a aussi les systèmes d'alliance qui vont jouer un rôle majeur dans la suite des choses. C'est que les systèmes d'alliance de cette époque-là, comme on l'a vu, sont tellement serrés en 1914 que le moindre conflit local pouvait très rapidement s'étendre à toute l'Europe par le simple jeu des engagements diplomatiques, qui étaient pour la plupart secrets, soit dit en passant, et qui liaient entre elles les principales puissances. Hein. Donc, s'il y avait le moindre conflit entre un pays de la Triple Alliance et la Triple Entente, ça risquait de déclencher un conflit généralisé. Alors, ces engagements diplomatiques ont suscité à leur tour une folle course aux armements et de vastes plans de mobilisation afin de pouvoir frapper plus fort et plus vite au cas où un conflit serait déclenché.
En fait, aucune des explications qu'on vient de voir, si elles sont prises individuellement, ne sont satisfaisantes par elles-mêmes. C'est vraiment un mélange de tous ces facteurs qui expliquent la situation globale explosive d'où va jaillir ce terrible conflit qu'est la Première Guerre mondiale.